bonjour, honorable assistante. Je pense que ce matin, on a beaucoup parlé des AVC ischémiques et à mon tour de parler un peu du deuxième versant qui est moins fréquent puisque les AVC ischémiques sont les pathologies les plus fréquemment rencontrées. Alors, je vais parler des AVC hémorragiques. Donc, l'hémorragie intracérébrale, c'est quoi? Elle se définit comme l'éruption de sang dans le parenchyme cérébral. Elle est très souvent spontanée, c'est-à-dire non traumatique. Elle peut être isolée quand elle intéresse uniquement le parenchyme. Et quand elle s'étend au niveau des ventricules, on parle à ce moment-là d'hémorragie sous-arachnoïdienne. On sait très bien que l'hémorragie cérébrale, elle est souvent primitive, c'est-à-dire qu'elle est liée à une fragilité essentiellement à l'HTA ou à l'angiopathie amyloïde, et elle peut être secondaire, bien sûr, à des anomalies, quand elle est secondaire, à des anomalies vasculaires. Sur le plan épidémiologique, on sait une chose, que l'incidence mondiale, elle est évaluée à 24,6 pour 100 000 habitants par année, et elle est répartie selon les ethnies. C'est qu'on sait qu'elle est évaluée à peu près, elle passe de 10 à 15 dans les pays occidentaux, il n'y a pas de pointeur malheureusement, et elle atteint les 40 des pays asiatiques où il y a la plus haute prévalence et la plus haute prévalence des accidents vasculaires hémorragiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'incidence augmente avec l'âge et qu'il y a une nette prédominance masculine avec un âge avoisinant entre 60 et 85 ans chez les hommes. Donc, pour les AVC hémorragiques, il y a eu une étude épidémiologique dans la région de Bida qui s'est déroulée en 2016 et sur 3351 urgences neurologiques, il y a eu 128 patients qui avaient une hémorragie intracérébrale. Ce chiffre, donc, il représente 4% de l'ensemble des urgences, mais 13% des urgences neurovasculaires. Donc, bien sûr que cette maladie, elle a plusieurs facteurs de risque, notamment l'âge, le sexe, l'épidémie, le tabac, l'alcool, mais notamment ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypertension artérielle multiplie par 4 le risque de survenue une hémorragie intracérébrale. Donc, qu'en est-il du diagnostic positif? Comment poser le diagnostic d'un hématome intracérébral? C'est pratiquement devant toute symptomatologie déficitaire et surtout devant cette installation brutale. On dit AVC, c'est une installation aiguë de la symptomatologie et la symptomatologie, elle peut être très variable, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une forme asymptomatique à une forme vraiment très sévère, voire le décès. Ce qui est contraire un peu à l'AVC ischémique, c'est que dans l'AVC hémorragique, vous avez des facteurs qui sont là, qui sont présents. C'est-à-dire que la survenue de l'hématome, elle survient lors d'un effort, lors d'un stress, contrairement à l'AVC ischémique, c'est très souvent au repos ou au réveil. Donc, le diagnostic positif, le tableau clinique le plus fréquemment rencontré sont les céphalées qui sont en chef de file, qui représentent le tiers des cas dans les premières heures. Elles sont le plus souvent diffuses et d'installation progressive. Elles peuvent s'accompagner de vomissements. On peut avoir des crises convulsives et généralement les crises convulsives, elles sont partielles, le plus souvent, mais elles peuvent être généralisées. Elles sont partielles, pourquoi? Parce que c'est un hématome qui est bien focalisé. On peut avoir d'emblée des troubles de la conscience qui font toute la complexité du tableau clinique, c'est-à-dire quand un patient arrive d'emblée dans un trouble de la vigilance, on sait que c'est un diagnostic qui est très sévère et que le pronostic est très sombre. Donc, vous savez très bien qu'on classe les hématomes en fonction de leur topographie et que 80% sont des AVC sustentoriels, c'est-à-dire ils sont soit lobaires, soit profonds, et 20%, heureusement pour nous, parce que ce sont les plus graves, sont des AVC sustentoriels, c'est-à-dire ils intéressent essentiellement le tronc cérébral et le cervelet. Quand on regarde un peu cette planche, vous voyez très bien que les hématomes profonds, c'est surtout, vous n'avez pas, on voit qu'il y a des territoires, donc les hématomes supratentoriels se divisent en territoires profonds, c'est l'apanage de l'HTA. Moi, je ne vois rien, c'est dommage. Donc, vous avez des territoires thalamiques, le territoire lenticulaire et le territoire du noyau codé. Et vous avez les territoires lobaires, c'est plutôt l'apanage du sujet jeune. Et on évoque plus, quand c'est un territoire profond, il faut raisonner comme ça. Territoire profond, c'est plutôt l'HTA qui est à l'origine de la survenue de cet hématome. Un territoire lobaire, surtout si c'est un sujet jeune, il faut aller évoquer plutôt les malformations artério-veineuses. Alors, les hématomes, c'est les moins
surtout les hématomes qui intéressent le tronc cérébral. Et pourquoi c'est les plus graves? Parce que vous savez, il y a les centres respiratoires. Donc, on peut avoir un hématome au niveau bulbaire, au niveau protubérantiel, ou bien au niveau mésencéphalique, ou bien les hématomes cérébelleux qui font toute la complexité. Et ce sont très souvent, quand c'est des hématomes qui sont très volumineux, on a recours à la chirurgie pour éviter la compression de la fosse cérébrale postérieure. Donc, comment on se pose la question, quel est le premier examen à pratiquer devant des signes déficitaires d'installation brutale avec des céphalées en cage, des vomissements? Et bien, le premier examen de choix, ça reste l'ATDM cérébrale qui a une très bonne sensibilité. Et dès les premières heures, on a cette hyperdensité qu'on voit qui est maximale donc, dans les heures. Quand elle est maximale, on la voit d'emblée, c'est pas comme dans la vessie ischémique, il y a des signes. La vessie hémorragique d'emblée dans la première heure, au cours de la première heure, on peut voir cette hyperdensité. Et le scan nous permet de faire quoi? Il nous permet d'abord la localisation de la lésion, le volume en fait, calculer le volume de l'hématome, de voir s'il y a une rupture intraventriculaire ou pas, s'il y a une hémorragie méningée qui est associée, et bien sûr de éviter un peu les complications qui sont les plus redoutables, ce sont les hydrocéphalies qui sont avec des signes d'engagement. Donc voilà, pour les hématomes profonds, vous voyez très bien. Alors, c'est des hématomes, c'est ça l'hématome profond. Et cet hématome-là, il est typique. Quand on reçoit un patient et on fait une imagerie et on retrouve un hématome profond, surtout si c'est un sujet âgé, on est pratiquement certain que c'est un hématome d'HTA. Contrairement, quand on a une inondation ventriculaire, là, il faut évoquer les malformations artério-veineuses et bien sûr les hématomes sous-tentoriels qui font toute la complexité du tableau clinique. Donc, l'IRM, est-ce qu'elle a une place dans la prise en charge de l'AVC hémorragique, oui ou non? Eh bien oui, c'est un examen de deuxième intention qui a une très bonne sensibilité et spécificité. Il nous permet une orientation étiologique, mais c'est surtout la séquence T2 étoile qui nous permet, c'est la séquence la plus sensible pour les lésions hémorragiques, aussi bien à la phase aiguë qu'à la phase tardive. Vous voyez très bien ici. On voit dès le début, on remarque ce dépôt d'évocidirine qui est mis en évidence par un isopropyl central, qui témoigne d'un AVC hémorragique dès déjà à la phase aiguë. À la phase tardive, c'est la même chose. On voit ce dépôt d'évocidirine qui témoigne d'un AVC hémorragique à la phase tardive. Donc, qu'en est-il des autres examens à pratiquer? Donc, pour chercher l'étiologie, il est impératif de pousser les examens et d'aller vers l'angio-IRM ou l'angio-scan, qui n'est pas un examen invasif. Nous avons la chance d'avoir un centre d'imagerie appliqué et donc nous pratiquons chez nos patients une angio dans les plus brefs délais, un angioscan, afin de rechercher une malformation dans les heures qui suivent. Mais bien sûr que cet examen a des limites et que l'examen gold standard, ça reste une angiographie cérébrale, qui est un examen quand même très invasif, et lui aussi a des limites parce que quand on le pratique précocement, quand l'hématome est très important, il peut masquer une malformation artério-veineuse. Donc, en pratique, quels sont les patients qui doivent bénéficier d'autres examens radiologiques? C'est la question que l'on se pose à votre niveau. En tant que médecin généraliste, faut-il compléter les explorations ou pas? Quels sont les examens qu'il faut demander et quels sont les délais? Donc, autrefois, les anciennes recommandations, quand on regarde les anciennes recommandations, l'angiographie n'était demandée que chez les patients qui avaient, au fait, il y avait pas, on ne demandait pas l'angiographie de façon systématique, surtout si le patient avait un âge supérieur à 45 ans et il avait des antécédents d'HTA. Là, on était certain que c'était l'HTA qui était en rapport avec la survenue de son AVC hémorragique. Mais les nouvelles recommandations européennes et américaines ne tiennent pas compte de cela et en pratique, en l'absence de toute cause évidente, il est nécessaire de réaliser un bilan radiologique complet et qu'il faut savoir que l'angiographie reste l'examen le plus performant. D'autant plus que si vous faites une angiographie et qu'elle revient tout à fait normale, n'hésitez pas à refaire cet examen dans des 3 à 6 mois parce que souvent, je vous ai dit, quand il y a un hématome qui est très volumineux, il peut masquer une malformation au début. Donc, il faut attendre peut-être la résorption de l'hématome pour pouvoir visualiser cette malformation. Donc, qu'en est-il des diagnostics étiologiques? Donc, j'ai classé un peu les diagnostics étiologiques en fonction de l'âge. Quand vous avez, les étiologies seront évoquées différemment. Quand vous êtes face à un patient qui a 40 ans, qui fait un accident vasculaire hémorragique,
qui n'est pas أو connu, hypertendu. الأثرات Quel est le الكلف. diagnostic à évoquer en premier lieu? C'est les malformations artério-veineuses. Un patient entre 45 ans et 60 ans qui fait un accident vasculaire, même s'il n'est ما pas نبقاش connu بزاف على hypertendu, on va évoquer l'hypertension artérielle, mais quand والله même, ملاحظة نذكرها on comprend dans la بالبريفاسيون ما عندهمش scan هذا le patient n'est pas يفور connu كابرا hypertendu. Maintenant, s'il est نذكرها connu بالمرض hypertendu, il a une topographie ما كانش غني profonde, on est بارطاج. sûr que c'est l'HTA. Si c'est une topographie lobaire, là, il ne faut pas hésiter à compléter par un angioscan, au moins au minimum un angioscanner qui n'est pas un examen invasif. Si vous êtes face à un patient qui a plus de 70 ans et qui a un hématome profond, on est certain que l'étiologie, c'est plutôt l'HTA. Maintenant, dans un deuxième cas de figure, en fonction de la topographie. Tout à l'heure, c'était en fonction de l'âge. Sujet jeune, évoquer les malformations en premier lieu. Sujet d'âge moyen, on va dire HTA. Sujet supérieur à 70 ans, c'est forcément l'HTA qui est la cause de cet hématome intracérébral. En fonction de la topographie, alors retenez aujourd'hui une chose. Sujet jeune avec une atteinte lobaire. Quand je dis atteinte lobaire, elle n'est pas profonde. Il faut évoquer d'abord, en tout premier lieu, les malformations artério-veineuses. Maintenant, si vous avez une atteinte lobaire chez un sujet âgé, vous allez évoquer quoi? Surtout si ce patient a tendance à faire des AVC hémorragiques récurrents, c'est-à-dire qu'il a fait plusieurs épisodes. Quel est le diagnostic à évoquer? C'est l'angiopathie amyloïde. Cette angiopathie amyloïde, elle se manifeste par des AVC hémorragiques récurrents, par des troubles cognitifs. Donc, on ne peut pas passer à côté du diagnostic de l'angiopathie amyloïde. Donc, lobaire, plutôt chez le sujet jeune, c'est quoi? Malformation. Lobaire chez le sujet âgé, c'est plutôt angiopathie amyloïde. Profond, c'est plutôt l'HTA, que ce soit pour le sujet jeune ou pour le sujet âgé. Mais n'hésitez pas, chez le sujet jeune, à compléter au moins par un angioscan cérébral. Donc, les facteurs pronostiques, ce qu'il faut savoir que l'AVC ischémique, il est vrai que l'AVC ischémique a un pronostic fonctionnel. L'AVC hémorragique, le pronostic, il est plutôt vital. Et que ce pronostic dépend de l'âge, de la localisation de l'hématome. Plus vous avez un hématome volumineux, c'est le volume, donc le risque est beaucoup plus important, le pronostic vital est mis en jeu. Lorsque vous avez la localisation de l'hématome, les hématomes qui sont sustentoriels sont moins graves que les sous-tentoriels. Les sous-tentoriels, tout à l'heure, rappelez-vous, les hématomes du tronc, où il y a les fonctions respiratoires, donc le patient peut faire une détresse respiratoire et faire un coma, et les hématomes du cervelet, où il y a la compression de la fosse cérébrale postérieure, surtout lorsque l'hématome est supérieur à 3 Il n'y a pas cm. une autre boîte, alors je D'accord? fais. Nous avons un score que nous utilisons, c'est le score de Humphrey, qui est un score qui permet de déterminer la morbi-mortalité à 30 jours et à une année. C'est un score qui est facile à faire et qui tient compte du score Glasgow, du volume de l'hématome et de l'âge et de l'hémorragie intraventriculaire associée. Donc, après avoir vu un peu la clinique, l'installation brutale, les signes qui sont les plus fréquemment rencontrés dans l'AVC hémorragique, c'est plutôt la céphalée, les vomissements, les crises d'épilepsie, et ça survient surtout lors d'un effort ou lors d'un stress, contrairement à l'AVC ischémique où il survient au repos, et la céphalée n'est pas, c'est un signe qui est actif dans l'AVC ischémique. Quand on a une céphalée dans la on pense plutôt à une dissection, un AVC avec une dissection carotide, et on se dit peut-être c'était cervicalgique, c'est peut-être un patient qui a fait un effort et qui a fait un AVC ischémique. D'accord? Donc je passe rapidement à la prise en charge. Il faut savoir que la prise en charge des hématomes intracérébraux repose sur des mesures générales, des mesures spécifiques. Les mesures générales, on verra par la suite ensemble, c'est quoi? C'est l'hospitalisation du patient en unité neurovasculaire, dans une unité de soins intensifs. Il faut évaluer le score NIS clinique, le score NIS, c'est-à-dire qu'il faut savoir le patient, est-ce qu'il est d'abord évaluer le score clinique, évaluer son état de conscience, évaluer s'il a de la conscience aussi d'emblée, c'est un mauvais pronostic. Et si le patient est vigilant, c'est tant mieux pour nous. Il faut lutter contre l'hypoxie par la libération des voies aériennes, lutter contre l'hyperthermie en donnant du chlordazépam et bien sûr le traitement de l'hyperglycémie si les chiffres sont supérieurs à 10 millimol par litre. Qu'en est-il des traitements spécifiques? Les traitements spécifiques, c'est d'abord la prévention de l'expansion précoce de l'hématome. On sait très bien
que je pense que nos amis cardiologues vont parler en long et en large de la prévention primaire de l'HTA, qu'une diminution trop importante de la pression artérielle ne permettra pas d'assurer une perfusion cérébrale efficace et, à l'inverse, une élévation trop importante de la tension artérielle est associée à un risque important d'aggravation précoce de l'hématome. Il faut savoir que les anciennes recommandations étaient de faire baisser les chiffres en dessous de 180. Actuellement, les nouvelles recommandations, il y a eu beaucoup de dogmes, c'est-à-dire que dans les données de la littérature, ces dernières années, on fait changer les dogmes consistant à respecter l'hypertension artérielle à la phase aiguë et qu'en pratique, il faut agir vite, il faut atteindre un objectif tensionnel inférieur à 140 pour la pression artérielle systolique à la phase aiguë. D'accord? Donc, ce qui concerne la glycémie, il n'y a pas beaucoup d'études randomisées par rapport à la prise en charge de la glycémie à la phase aiguë, mais on sait une chose, que ce soit les recommandations européennes ou les recommandations américaines, il ne faut pas utiliser de façon systématique l'insulinothérapie en intraveineuse pourquoi? Par crainte de tomber dans les hypoglycémies sévères qui sont délétères pour le cerveau. D'accord? Alors, la question qui se pose et la difficulté qui se pose dans la prise en charge des AVC hémorragiques, c'est quand un patient est sous anticoagulant. Que faut-il faire dans ce cas-là? Et ben, c'est clair, parce que la première des choses, c'est d'abord d'arrêter les antivitamines K. Et si le patient est sous antiagrégat plaquettaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'existe pas de prise en charge spécifique à ce jour en dehors de l'arrêt de l'antiagrégat plaquettaire à la phase aiguë, c'est clair. Donc, quand il fait son AVC, il est sous antiagrégant plaquettaire, il faut l'arrêter. Si le patient est sous antithrombotique, et vous savez très bien que 10 à 15% des AVC surviennent sous anticoagulants et que 40% des hématomes surviennent sous antithrombotique, c'est-à-dire antiagrégants et anticoagulants. Dans ce cas-là, si c'est un patient qui est sous héparine, que faut-il faire? Il est recommandé d'administrer du sulfate de protamine à la dose de 1 mg pour 100 unités d'héparine sans dépasser la dose de 50 mg par jour. Et si le patient maintenant est sous un antivitamine K, il est clair d'arrêter les antivitamines K. Il est recommandé d'administrer un concentré de complexe prothrombique et d'administrer en intraveineux 10 mg de vitamine K. D'accord? Pour les AOD, alors on parle beaucoup d'AOD, on sait très bien qu'ils ont un taux faible de survenue. Donc, heureusement qu'on favorise plus les AOD dans les AVC hémorragiques parce qu'ils ont un taux faible de survenue d'hémorragie intracrânienne, contrairement aux antivitamines K. Il faut savoir qu'il y a des antidotes et surtout pour le dabigatran, qu'on peut administrer 2 doses à 15 minutes d'intervalle juste après l'arrêt du traitement. Alors, la question qui se pose, c'est faut-il reprendre un traitement anticoagulant après un hématome cérébral et à quel moment doit-on le reprendre, à votre avis? Faut-il le reprendre? À ce moment-là, il faut évaluer le bénéfice-risque, d'accord? Donc, il faut savoir qu'au stade aigu, après une hémorragie cérébrale, secondaire aux anticoagulants, il serait raisonnable d'utiliser une dose prophylactique d'anticoagulants de plateforme moléculaire, et bien sûr, l'INR est inférieur à 1,5. Et qu'à la phase, au stade subaigu, si le patient est à faible risque de développer un infarctus cérébral et risque élevé d'angiopathie amyloïde, là, il faut arrêter les anticoagulants. D'accord? Il faut mettre le patient sous anti-agrégant plaquettaire. Maintenant, si c'est un patient qui est à haut risque de développer un infarctus cérébral, il faut d'emblée débuter un traitement anticoagulant après 10 jours de la survenue de son hématome, c'est-à-dire après la résorption totale de l'hématome intracérébral. En cas de fibrillation atriale, qui est à haut risque emboligène, la reprise des antivitamines K peut être envisagée, bien sûr, si l'hématome est profond, c'est-à-dire avec l'absence d'argument pour une angiopathie amyloïde. C'est très important. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la topographie de l'hématome, de l'âge du patient et écarter une angiopathie amyloïde parce qu'elle risque de faire des saignements récurrents et qui peuvent être en fait fatales pour les patients. Donc, bien sûr, après avoir vu la prise en charge des spécifiques, il faut bien sûr prendre en charge aussi l'œdème cérébral. On le prend en charge comment? Par l'osmothérapie qui est recommandée en cas d'aggravation hospitalière. Et bien sûr, donner du mannitol à 20% en bolus pendant 48 heures, voire 72 heures et renouveler ce schéma thérapeutique. Le traitement chirurgical, donc, il n'est indiqué que pour les
les hématomes sous-tentoriels et bien sûr les hématomes qui sont l'hématome cérébelleux qui est au-delà de 3 cm avec un risque accru de compression et d'hydrocéphalie. Donc, en fait, l'indication chirurgicale, elle est uniquement pour les hématomes cérébelleux supérieurs à 3 cm. Et dans un deuxième cas, c'est lesquels? Quand vous avez un patient qui a un AVC lobaire et qui est en aggravation clinique, qui fait des troubles d'attention, c'est un sujet jeune. Là, on peut faire une évacuation de l'hématome. On demande à nos amis neurochirurgiens de faire un volet et de décomprimer un peu pour améliorer son état de vigilance. D'accord? Donc, en conclusion, les hémorragies intracérébrales sont à l'origine d'une très lourde morbimortalité, d'où la nécessité de leur prise en charge par une équipe pluridisciplinaire. La prévention primaire, en particulier le diagnostic et la prise en charge efficace de l'hypertension artérielle, est un pilier essentiel pour réduire l'impact des hématomes en population générale. Je pense que je termine avec cette slide que j'aime beaucoup. La prévention, je refinis avec ce mot de la fin. Il faut lutter contre les facteurs de risque, essentiellement, notamment l'hypertension artérielle, afin d'éviter la survenue de ces hématomes intracérébraux. Et je vous remercie.